Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Présidente de Désir d'avenir pour la planète. Ségolène Royal, le Covid-19. Peut-être une lueur d'espoir. C'est ce que disent tous les responsables sanitaires de la santé en France. Nous sommes reconfinés et un débat est en train de s'ouvrir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Faut-il davantage contrôler les personnes testées positives au Covid-19 et qui parfois ne s'isolent pas ? Je vous dis ça parce qu'en Allemagne, par exemple, ou en Grande-Bretagne, ça coûte 10 000 € d'amende si je ne m'isole pas alors que j'ai été testé positif. 5 000 € en Allemagne. La prison en Espagne. Est-ce qu'il faut sévir en France contre ceux qui sont testés positifs et qui ne s'isolent pas ? Je pense que les contraintes sont déjà suffisamment fortes. Donc quand j'entends dire qu'il faut sévir davantage, a priori, j'ai plutôt une position de recul par rapport à ça. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de freiner la propagation du virus. Oui. Donc effectivement, la bonne chaîne, c'est tester, suivre et isoler. D'accord ? Donc, les tests, il n'y a pas très longtemps que ces tests sont totalement opérationnels. C'est-à-dire, je veux dire par là, pour sanctionner la troisième vague isolée, la troisième étape isolée, il faudrait que les deux premières, qui relèvent de la responsabilité du gouvernement, soient irréprochables. Oui. On n'en est pas là. Les tests, on n'a pas encore les tests rapides partout. Je vous signale que les frontières sont ouvertes et que tout le monde peut rentrer avec le Covid sans aucun contrôle. Ça, on y reviendra peut-être, parce que je comprends la colère des petits commerçants. Eux, on les ferme. Mais les frontières restent ouvertes à tous les vents. Donc, s'il y avait une mesure rapide à prendre, ça serait la fermeture des frontières par rapport à ce que l'on dit, c'est-à-dire tester, isoler et suivre. Et sur l'isolement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de s'isoler. Ceux qui habitent des petits logements, donc ils ont l'angoisse. Une maman qui va rentrer chez elle en étant testée positive, et je pense en particulier aux soignants, dont il faut peut-être davantage parler parce que ce sont eux qui sont au front. Vous savez que beaucoup de soignants sont positifs, donc ils sont protégés pour protéger leurs malades. Mais du coup, quand ils rentrent chez eux, c'est un crève-cœur parce qu'ils sont obligés effectivement de s'isoler dans une pièce. Je vous sens bouillonnante ce matin. Écoutez, devant ce qui se passe dans notre pays. Oui. Je le sens, Ségolène Royal. Comme vous, regardez, j'entends les gens qui ne comprennent pas. Je ne dis pas que c'est facile. Bon, il y a des bonnes choses aussi qui ont été faites, notamment le soutien économique, etc. Il y a une amélioration aussi par rapport au bon sens du premier confinement. Par exemple, quand au premier confinement, ils enfermaient les parcs et jardins, c'était une imbécilité, une absurdité, on l'a dit. Mais au lieu de rectifier les choses pendant le premier confinement, ils en ont tenu compte au deuxième confinement. Ce que je veux dire par là, c'est que en situation de crise, il faut une gestion de crise. Et qu'est-ce que c'est une gestion de crise ? C'est pas, on l'a dit, on le fait, on bouge pas. C'est au contraire une capacité constante à s'adapter, d'adaptabilité. Voilà. Et puisque le président de la République, hier, allait à la commémoration du général de Gaulle, l'important, c'est pas de faire des commémorations du passé. Quand on honore des hommes d'histoire, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'ils feraient, ces hommes que l'on admire aujourd'hui, dans la situation actuelle? Moi, je vais vous dire deux choses. Parce que vous savez ce que disent les militaires, souvent. J'ai beaucoup entendu, moi, de mon père colonel et de mon grand-père général. Vous en parlez, oui, ils disent ça. Ils disent, quand l'intendant suit, tout suit. Quand l'intendant suit, tout suit. Et c'est sûr qu'avec le général de Gaulle, on n'aurait pas eu cette pagaille dans la logistique. Parce que les nouveaux soldats, on parle de la guerre, les nouveaux soldats, la guerre d'aujourd'hui, c'est qui les nouveaux soldats ? Ce sont les soignants qui sont au front. Vous croyez que le général de Gaulle, il aurait envoyé les soldats soignants au front, sans masque, sans armes, c'est-à-dire sans les outils, pharmaceutiques, sans protection. Aujourd'hui, les soignants sont quand même équipés. Tout près. Donc, les soignants sont équipés, mais ils n'ont toujours pas. Ils sont encore nombreux à prendre courageusement la parole aujourd'hui. Pas ceux qui sont envoyés sur les plateaux pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a quand même un grand décalage quand vous entendez des soignants qui tous les matins sont au front avec leurs malades, la peur au ventre, et parce qu'ils n'ont toujours pas la quantité d'équipements, de respirateurs, de lits qui sont insuffisants. Parce que le vrai problème, c'est la saturation des lits. Vous croyez qu'en période de guerre, il y aurait une saturation des lits ? Mais non.
Mais non, il y aurait une démultiplication, une invention. Non, je critique pas, je dis les choses pour que ça aille mieux. Bon, pour que ça aille mieux, aujourd'hui, pour que des décisions soient prises. Alors, compte tenu de la situation, faut-il rouvrir les commerces? Mais bien sûr. Il faut rouvrir les commerces. Revenons à la même question. Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que Jacques Chirac aurait fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que François Mitterrand aurait fermé les commerces et les librairies? Mais jamais de la vie. Pourquoi? Parce que sur le plan sanitaire, rien n'a été prouvé. Donc si vous voulez faire adhérer une population en période de crise à des décisions de crise, vous devez expliquer les décisions que vous prenez. Et pas prises dans le secret d'un conseil de défense où il y a 0 élu dans ce conseil de défense. Donc il y a des gens qui n'auront aucun compte à rendre sur les mauvaises décisions qu'ils prennent. Ils en prennent aussi des bonnes. Mais cette décision, elle est particulièrement mauvaise. C'est antidémocratique, le fait qu'un conseil de défense décide sans qu'il y ait le moindre élu parmi ce conseil de défense? Non, mais il y a un dévoiement, un dévoiement de la démocratie. Comment pouvez-vous imaginer que des décisions privatives de liberté soient prises dans le secret d'un micro-cénacle de quelques ministres, plus quelques experts, etc., qui n'auront jamais de compte à rendre et qui ne sont plus au contact des Français. Parce qu'un ministre a beaucoup de travail, il n'est plus au contact des Français. Nous avons un Parlement, une Assemblée nationale, un Sénat, des associations de maires qui tirent la sonnette d'alarme, qui ne sont pas entendus et qui ne sont pas dans ce Conseil. Sans parler d'un ministre qui se met en colère contre le Parlement. Donc pourquoi les petits commerces? C'est très important, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Parce que... Vous savez combien il y en a des petits commerces? 200 000. 2 millions. Oui, 2 millions, mais 200 000 fermés à peu près, là, aujourd'hui. Mais non, beaucoup plus. Il y a 2 millions de commerçants, artisans, petites professions libérales. 2 millions. Si vous mettez les artisans avec, c'est vrai que ça fait plus. Eh ben oui, mais ils sont fermés aussi. Oui, donc plus les conjoints, plus les enfants. Tout dépend des artisans. Plus les conjoints pour les artisans enfants. qui travaillent. Ça fait 5 millions de personnes concernées. Et comme ça, dans un petit conseil, on a des... Or, sur le plan sanitaire, oui. Est-ce que c'est positif sur le plan? Parce que c'est la seule question. Oui. C'est la seule question sur le plan sanitaire. Or, les gens vont s'agglutiner dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, au lieu d'être répartis dans les petits commerces, et donc avec moins de risques sanitaires. Donc vous demandez ce matin la réouverture des petits commerces. Mais je me joins... commerces dits non essentiels. Je déteste cette expression. C'est insupportable. Oui. C'est insupportable cette expression. De mépris. De quel droit un gouvernement renvoie vers le non essentiel des millions de gens qui mettent leur tripes, leur cœur, leur vie, leur argent dans leurs affaires, dans leur activité professionnelle, leur formation professionnelle. C'est inadmissible. Et donc bien sûr qu'il faut rouvrir les petits commerces. Alors, quelle est la voix qui pourrait s'élever? La voix qui pourrait s'élever, je sais pas, pour demander, parce que vous demandez ce matin sur RMC, BFM TV. Mais c'est-à-dire, je joins ma voix à tous ceux qui s'expriment aujourd'hui, et pas seulement les petits commerçants, les maires aussi, parce que ça va bien au-delà de la question même de l'activité économique. C'est le cœur battant. Vous me disiez tout à l'heure, pourquoi Brigitte Macron n'intervient pas? Oui, c'est ce que vous me disiez. Oui, je vous disais ça. Mais sur les livres, sur les librairies, comment est-ce que la France peut fermer les librairies et laisser ouverts les bureaux de tabac? Elle vend du poison, le tabac, elle vend des billets de la loterie nationale, on a le droit de feuilleter les journaux chez les tabagistes, de boire de l'alcool, et on n'a pas le droit d'acheter des livres. Mais pourquoi c'est dramatique pour la France? Et si je reviens au général de Gaulle? Parce que ce sont des décisions antipatriotiques. C'est antipatriotique, c'est faire mal à la France que de casser les centres-villes, les centres-bourgs, les centres de villages. Parce que ces commerces, ils n'ouvriront pas. Alors on nous dit comment ça s'appelle? Click and collect. Click and collect, Black Friday. Non mais maintenant on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas anodin. Click and collect, Black Friday, mais c'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que derrière c'est Amazon. Et ça, personne ne le dit. C'est-à-dire, revenons au général de Gaulle, est-ce que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon? C'est-à-dire une multinationale américaine qui s'apprête à acheter la culture française, le mode de consommation français, qui ne paye pas d'impôts en France, qui fait circuler...
pas d'impôt pratiquement, pas ce rapport à ce qu'il gagne, qu'il fait circuler ses camions sur les routes françaises que paye le contribuable français, qui ne paye pas la pollution du transport par camion, qui ne paye pas de taxe carbone. Et on est en train, le gouvernement, en fermant les petits commerces sans raison sanitaire, sans avoir démontré que c'était utile, qui ferme les librairies, c'est-à-dire qui donne une image de la France, mais catastrophique par rapport à la culture, est en train de livrer la patrie à une multinationale américaine qui s'en met plein les poches. Et les petits commerces ne rouvriront pas. Et click and collect, c'est pas le mode de vie à la française. On a besoin de contact, on a besoin de vie sociale, on a besoin de se parler avec les contraintes sanitaires, bien évidemment. Donc oui, c'est grave. Et donc, puisque vous parlez de Brigitte Macron, je disais ça parce qu'elle est enseignante. Et que parfois, il faut, je sais pas, les femmes ont peut-être un peu plus de bon sens. Est-ce qu'elle a envie d'avoir accompagné celui qui aura fermé les librairies qui n'ouvriront pas, qui ne rouvriront pas? Donc, vous savez ce qui va se passer après? Parce que j'entendais Bruno Le Maire dire « Ah ben les bailleurs, ils n'ont qu'à pas demander leur loyer. » Mais de quel droit? C'est-à-dire qu'ils font peser la responsabilité de la bêtise de cette décision de fermeture sur des petites gens, parce que souvent les bailleurs, ce sont les anciens commerçants, leur petit loyer, c'est leur retraite, et donc c'est eux qui devront se sacrifier pour une décision gouvernementale absurde. Et vous savez ce qui va se passer, puisque les commerces ne pourront pas rouvrir s'ils n'ouvrent pas très rapidement, là, dès cette semaine, là, jeudi, là, parce que les achats de Noël, c'est maintenant, c'est pas au 1er décembre. Parce qu'on entend déjà dire, oui, vous allez patienter 15 jours, puis peut-être au 1er décembre, pour pas qu'on ait l'air de reculer. Mais non. C'est maintenant que les gens commencent. Il faut ouvrir jeudi. Il faut prendre la décision jeudi. Mais c'est maintenant que les gens font leurs achats de Noël. Et si ce n'est pas possible, les commerces ne rouvriront pas. Ils vont faire faillite. Donc ça coûtera plus cher à la nation parce qu'il faudra une prise en charge, sans parler des souffrances. Et surtout, Jean-Jacques Bourdin, il va y avoir un écroulement de l'immobilier commercial. Et qui va racheter l'immobilier commercial qui ne vaudra plus rien? Qui va racheter cet immobilier commercial pour une bouchée de pain? Vous avez une idée? Je vous laisse. Eh bien, c'est Amazon qui fera des points de vente. Et puis, c'est les grandes surfaces, les grandes enseignes de distribution, parce qu'eux, ils ont obtenu la possibilité d'ouvrir. Donc, vous voyez, c'est bien au-delà. Ça va bien au-delà. C'est quelque chose de très profond. Oui, je vous sens remonter, particulièrement. Mais je voudrais les aider à obtenir quand même des décisions de bon sens. Oui, c'est la raison pour laquelle vous prenez la parole, d'ailleurs, ce matin, ici même. Ségolène Royal, des profs sont en colère. Et les syndicats appellent à la grève pour dénoncer les conditions sanitaires et demandent une amélioration des conditions sanitaires. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous soutenez cette grève? Je soutiens leur demande, là aussi, de décisions de bon sens. Vous voyez, si les décisions sont prises rapidement, il n'y aura pas besoin de faire grève. Et ils pourront continuer à accueillir les élèves. Parce que la décision a été prise. Au lycée, 50% de présentiel. Mais il a fallu combien de jours? Non, mais c'était tellement évident. La décision est prise. Alors est-ce qu'il faut étendre cette décision au collège? Je ne sais pas, moi. Laissons les initiatives locales. Vous savez, c'est comme pour le point précédent. Le Sénat avait voté à la majorité, à l'unanimité, un amendement qui prévoyait qu'il pouvait y avoir des dérogations locales gérées par les maires et par les préfets pour les petits commerces. Là, c'est la même chose. Laissons, en fonction de la configuration géographique du lycée ou du collège, de la façon dont la cantine est organisée, etc., on ne peut pas appliquer à tout le monde la même décision. Laissons l'initiative locale et les choses se feront bien mieux. Le problème, c'est qu'on a maintenant à la tête des ministères des technocrates. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été élus, qui ne savent pas ce que c'est que la gestion au quotidien. Le ministre de l'Éducation, il a peut-être beaucoup de qualités. C'est un technocrate qui vient de l'administration. Et ils sont comme ça plusieurs au gouvernement. C'est pour ça qu'il y a un tel mépris de la démocratie. Mais ça se retourne contre eux. Parce que méprisé. Vous êtes. Mais non, j'ai été élu 20 ans. Léna, vous êtes venu d'une forme de technocratie. Oui, mais je me suis racheté en étant élu, c'est-à-dire en étant en contact du peuple, en ayant eu des victoires, des défaites. On apprend souvent beaucoup plus de ces défaites, en ayant été confronté aux gens, enguirlandé par les gens, en ayant rectifié un certain nombre de choses. J'ai été élu 20 ans à l'Assemblée nationale, j'ai été ministre, j'ai géré des choses, j'ai été présidente de région, j'ai été conseillère générale, j'étais conseillère municipale. Donc on s'est frotté à la réalité humaine. Alors, vous voyez, à la complexité de la réalité humaine. Je sors pas, on n'a pas sorti. Mais sortir un ministre d'un bureau, le mettre à la tête d'un ministère, et puis il s'occupe de son départ, où est-ce qu'il va atterrir, alors dans quelle entreprise privée, ailleurs? Et puis ils n'ont jamais de compte à rendre.
Et donc, si on confond la politique et la bureaucratie... C'est l'élection, hein. Oui, mais ils ne seront jamais candidats, rassurez-vous. Ils trouveront un atterrissage bien rémunéré dans une banque ou dans une grande surface. À propos de candidature, Jean-Luc Mélenchon est donc candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois. C'est le moment de changer, dit-il. Est-ce qu'il incarne le changement ? Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui... J'ai vu le chef du parti au pouvoir critiquer une candidature à la présidentielle. Mais c'est la politique, ça. J'ai vu Olivier Faure aussi, le patron du PS. Hein, non, il n'a pas le critiqué. Ah bon, ambition égoïste, dit-il. Ah, j'ai pas vu, non. Bah oui, moi je veux. Non, mais peu importe, je veux dire, c'est par là. Il fait ce qu'il... Heureusement qu'il y a des candidats pour les échéances électorales. On vient de se passer. Vous pourriez travailler avec lui ? Mais je crois que c'est pas du tout d'actualité aujourd'hui. Oui. C'est pas d'actualité, on verra. Vous savez, l'essentiel, c'est le projet. L'avenir de la gauche, c'est de travailler à un projet. Mais oui, mais lui déjà suivez-moi, je suis candidat, c'est moi qui rassemble la gauche. Non, mais il va faire un projet. Donc on verra à ce moment-là, au moment du projet. Les Français, qu'est-ce qu'ils attendent ? Bon, ils attendent que d'ailleurs, premièrement, que toutes les erreurs de ce quinquennat, on arrête avec tout ce qui a été fait. C'est quand même le quinquennat de la désolation. Vous vous rendez compte, depuis les Gilets jaunes où le problème n'a pas été géré, pour reparler des commerçants, vous vous rendez compte ce que les commerçants vivent depuis le début de ce quinquennat ? C'est effrayant. C'est effrayant. Donc, qu'est-ce qui reste de positif ? Il faut retrouver les jours heureux. Vous voyez, vous gardez pour vous une belle phrase de Montaigne. Il faut enseigner l'amour de la vie plutôt que la peur de la mort. Enseigner l'amour de la vie plutôt que la peur de la mort. Mais c'est ça, un pays qui se remet debout. Vous parliez de Gaulle tout à l'heure. J'ai vu qu'Emmanuel Macron voulait aussi honorer François Mitterrand. L'année prochaine, en 2021, 40 ans après 1981, Ségolène Royal. Quelle différence entre Emmanuel Macron et François Mitterrand ? Emmanuel Macron et François Mitterrand ? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de différences, ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est-à-dire François Mitterrand était élu d'une longue histoire de processus électoraux, de victoires, de défaites. Il a pris beaucoup de coups, donc c'était quelqu'un qui avait une expérience politique. 2 hommes qui sont aux connaissait vous connaissez les deux. les profondeurs. Les deux. Oui, ça n'a rien à voir. 2 hommes qui sont aux antipodes. C'est pas la même génération non plus du tout, hein, mais il ne s'agit pas non plus de répéter le passé. Vous voyez, parce que la France change, le monde change, donc il faut à la fois être au clair sur les valeurs que l'on porte pour notre pays, et notamment le rassemblement du pays et tirer le meilleur de lui-même, et surtout avoir une capacité de modestie. Et la modestie, c'est l'écoute et l'adaptabilité des décisions. Personne ne vous reprochera de changer une décision si elle est mal calibrée, si elle est mal prise. Sauf ceux qui sont arc-boutés, qui n'ont plus conscience des valeurs, qui sont arc-boutés avec des pulsions d'autoritarisme sur « je l'ai dit, je le fais, sinon je vais apparaître faible ». Emmanuel Macron est autoritaire. Mais il a des pulsions d'autoritarisme ? En tout cas, le petit groupe autour de lui, ce fameux conseil de défense, mais c'est complètement anachronique. Aucun pays européen ne fonctionne de cette façon-là. Angela Merkel, elle consulte les régions. En Italie, d'ailleurs, où tous les commerces sont ouverts, je le dis en passant, ils ont choisi, eux, plutôt le couvre-feu, mais on peut, avec des conditions sanitaires très strictes. Donc c'est plus un aveuglement. Vous voyez, alors que c'est un intellectuel, il a des qualités. Mais vous voyez, la fermeture des librairies, pour revenir là-dessus, c'est tellement choquant par rapport au signal sur la culture. Non, alors on renvoie les gens vers Netflix, c'est-à-dire vers des majors américaines encore, vers les GAFA. Ségolène Royal, regardez Netflix, abrutissez-vous, fumez, restez chez vous, et c'est tout. Et surtout, ne lisez pas. Puisqu'on parle des États-Unis, la transition est toute trouvée. Beaucoup de votes aux États-Unis, très forte participation à cette présidentielle. Est-ce qu'il faut, en France, autoriser le vote par correspondance ? Il a existé jusqu'en 1975. Ce qu'il faut, c'est permettre, au-delà, globalement, c'est quoi ? C'est de permettre de ne pas mettre la démocratie sous confinement, pour le coup. Vous voyez ? Puisque on va devoir vivre avec des virus. Est-ce qu'on devrait pouvoir voter par correspondance en France aussi, comme aux États-Unis ? C'est-à-dire, il faut un dispositif global qui permet aux gens de voter. Et qu'on ne nous dise pas, il y a le Covid, circuler, il n'y aura même plus d'élection. Parce que où va-t-on alors ? La dictature avec ça ?
Donc, il faut, là aussi, l'Assemblée nationale et le Sénat ont fait des propositions très judicieuses. Oui. Il faut à la fois les procurations, il faut le vote électronique. On va très bien mettre les machines à vote électronique devant les mairies, sous des barnums, c'est-à-dire au plein air. Et puis les gens viennent voter, là il y a une sécurité sanitaire complète, parce que ça permet aussi aux personnes de venir. Et puis, pourquoi pas, le vote par correspondance sous certaines conditions. Car ce qui a perturbé le dépouillement aux États-Unis, c'est la masse du vote par correspondance. 100 millions de votants. Et donc, la durée du dépouillement et le dépouillement qui a continué après les résultats, en quelque sorte, dans certains. Oui. Et c'est ça qui a nourri chez les Républicains une grande frustration. Ça vous inquiète, ce qui se passe aux États-Unis ? Oui. Trump, par exemple, qui limoge son ministre de la Défense, qui annonce qu'il prépare de grands meetings publics où il haranguera ses partisans. Il dit vouloir fournir des preuves de fraude. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr, parce que c'est un spectacle dans ce qui est convenu d'appeler, peut-être à tort, la plus grande démocratie du monde, d'un dysfonctionnement du processus démocratique. Cela dit, je trouve que le mépris ou le renvoi comme ça vers le néant des républicains est excessif aussi. Attention. Du vote Trump, oui. Oui, attention, parce que Trump a quand même eu 10 millions de voix en plus. 71 millions d'Américains ont voté pour Trump. Par rapport à il y a soi-disant, selon les sondages, il devait s'écrouler, il devait y avoir un raz-de-marée démocratique. On n'a vu ni raz-de-marée démocrate, ni écroulement de Trump. Au contraire, il a gagné des voix. Donc attention aussi à ces voix, souvent populaires, les victimes de la démondialisation, beaucoup. L'Amérique profonde qui a été tant méprisée par les élites, elle est quand même venue voter, et malgré les excès, la folie de Trump. En pensant à la présidentielle française et à cette poussée de la pauvreté, de la précarité dans notre pays, consécutive à la crise sanitaire. Bien sûr, il y a une grande poussée de la pauvreté. Je vais vous donner juste un chiffre pour terminer. Qui va être publié là, à la fin du mois par l'Observatoire des inégalités. Oui. Vous savez, 22%, donc plus de 20% des jeunes, donc plus d'un jeune sur 5, âgés de 18 à 30 ans, qui ne vit pas chez ses parents, est en situation de pauvreté, voire de misère. Est-ce que ça, c'est digne de la France ? Non. Donc il faut vite réagir, parce que tous les commerces qui ferment ont dû aussi licencier tous les apprentis. Et ça frappe directement les jeunes. Merci Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV, 8h56.